13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite à 13h32 avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Terès. Et on va parler de ce budget, ce projet de loi finances qui anime les débats depuis plusieurs jours. C'est cet après-midi le baptême du feu et avis de tempête à l'Assemblée nationale. C'est la première étape d'un marathon budgétaire dont l'issue évidemment reste imprévisible. Avec ce dernier élément, on vient d'en parler, le Rassemblement national qui ne votera pas le budget du gouvernement, Jules Terès. Ah, ça change tout. Bah oui. Parce que Michel Barnier n'a jamais pensé que le Rassemblement national voterait le budget, mais il aurait pu s'abstenir. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils voteront contre ou est-ce qu'ils s'abstiendront ? On n'a pas encore cette réponse, le RN ne la fournit pas. Ils ont présenté un contre-budget aujourd'hui qui propose des économies de 15 milliards. La question, c'est est-ce que eux vont vouloir jouer l'opposition constructive si Michel Barnier intègre une partie de leurs propositions. On sait que eux, ils ont deux grosses lignes rouges. C'est l'indexation des retraites qui fait économiser 3,6 milliards dès l'année prochaine et l'augmentation de la fiscalité sur l'énergie, ça c'est plus de 3 milliards d'économies du gouvernement Barnier. Donc le sujet, ça va être de voir si les propositions du RN peuvent intégrer le budget de Michel Barnier pour obtenir au mieux leur abstention. La question, et ça pour le coup, ce sont les macronistes qui le disent, c'est qu'a priori, ce budget passera par 49.3. Il n'y a pas d'autre solution. Michel Barnier, il pourrait aller jusqu'à la commission mixte paritaire. Vous savez, c'est cette commission où il y a 7 députés, 7 sénateurs. Mais à la fin, ce sera quand même l'Assemblée qui votera le texte qui sortira de la commission mixte paritaire. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constit, mais de toute façon, dans notre constitution, c'est toujours l'Assemblée qui décide. Donc la seule solution, a priori à la fin, si le RN ne votera pas, parce qu'on sait que le Nouveau Populaire ne le votera, quoi qu'il n'arrive pas, parce qu'ils ne sont pas du tout dans une opposition constructive, mais dans un sectarisme qu'on n'a jamais vu. Donc la seule solution, a priori, ce sera le 49.3. Dégainer ce 49.3, justement, Nathan Dever, est-ce que c'est la meilleure façon pour Michel Barnier de commencer son mandat ? Non, mais peut-être la meilleure façon de commencer son mandat pour lui, c'est d'être critiqué de toutes parts, puisque vous regardez, si vous écoutez la France Insoumise ou d'autres partis de gauche, même chez lui-même, le budget de Michel Barnier est un budget, d'ailleurs sa politique, mais son budget en particulier quasiment d'extrême droite, extrêmement capitaliste, etc. Si vous écoutez Monsieur Ciotti, il vous dit c'est pas un budget de droite. Il dit c'est un budget socialiste. Exactement. Et si vous écoutez le Rassemblement national, il vous dit que c'est un budget qui fait en quelque sorte du matraquage fiscal ou qui harcèle les Français. Donc c'est un budget qui déplaît à peu près à tout le monde, et d'ailleurs même aux macronistes qui sont en désaccord profond avec l'idée de Michel Barnier ça, c'est assez inédit de quand penser même, plus de justice fiscale. De fragmentation absolue de l'Assemblée. C'est leur totem, c'est leur ligne rouge. Exactement. Et peut-être qu'il y a là une sorte de promesse tenue de la part de Michel Barnier. Ça veut dire quelqu'un qui est arrivé à Matignon en disant moi je ne vais pas raconter de sornettes, moi je suis quelqu'un qui n'est pas sectaire. Sornette, c'est un mot qu'il pourrait employer, c'est vrai. Oui, il pourrait l'employer. Ça pourrait être dans sa langue, et qui n'est pas sectaire, qui essaye de prendre des idées partout. Carabistouille, c'était les autres budgets, ça. C'était l'ancien, enfin le nouveau monde qui est maintenant l'ancien. C'est ça, c'est l'ancien. Et donc si vous voulez, je pense qu'il y a là, en quelque sorte, un budget qui est certes impopulaire, qui prend des mesures impopulaires, mais qui s'adapte à la réalité de la situation avec une forme de responsabilité. Et ce que j'observe, c'est que tous les partis qui sont un peu, sinon dans l'opposition, du moins pas trop mouillés dans le gouvernement, ont évidemment beau jeu de dire ce budget est une honte, ce budget est catastrophique. Vous savez, c'est la phrase de Peggy sur Kant, avoir les mains pures, mais ne pas avoir de mains. Bon, Michel Barnier, il a des mains. Alors, en effet, son budget, on peut dire qu'il est impur, qu'il est critiquable. Voilà. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, et qui n'a pas été créée par Michel Barnier, je ne dis pas ça pour le défendre, mais qui a été créée plutôt par les gouvernements précédents, je vois pas trop comment on peut trouver une solution, sinon en prenant ici ou là des mesures en effet impopulaires. Le vrai sujet, c'est que Michel Barnier, il s'en fiche un peu de son avenir personnel. C'est-à-dire qu'en effet, personne aujourd'hui dans l'échiquier politique ne veut endosser des réformes impopulaires. Que ce soit Marine Le Pen, qui ne peut pas accepter que les prix de l'énergie augmentent, que ce soit le Nouveau Front Populaire, qui ne peut pas accepter que l'indexation des retraites soit reportée, et que ce soit Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, qui ne peuvent pas, ou Laurent Wauquiez, qui ne peuvent pas endosser une hausse des impôts, que ce soit pour les grandes entreprises ou les personnes les plus fortunées. Michel Barnier, lui, il s'en fout. Il a menacé de démissionner, vous savez, quand il y a eu la composition de gouvernement, parce que tout le monde essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Honnêtement, Michel Barnier, qu'il soit là dans 3 ans ou dans 6 mois, lui, ça lui est égal. Il veut pas se présenter pour l'instant, à la prochaine présidentielle. Donc, il est pas mu par des intérêts partisans. Et donc, il propose, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, quand il se présente à la primaire en 2021 pour être candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans son budget, c'est complètement l'inverse. Il disait aucune hausse d'impôts. Donc, on voit bien qu'il est quand même un minimum pragmatique, que
Il fait avec ce qu'il peut. Faut quand même rappeler qu'il a eu 15 jours pour faire un budget. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. Hein. Ouais. Le budget, normalement, on prépare ça sur plusieurs mois. On a une administration qui est là. On a des ministres qui sont chargés de ça depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Là, il a quand même eu 15 jours, seulement 15 jours pour avoir ce budget. Le seul sujet, et là où je pense qu'il y a eu un petit problème de communication, c'est sur la répartition entre les coupes budgétaires et les impôts. Lui, il disait que c'était 2 tiers de coupes budgétaires, un tiers d'impôts. Ouais. A priori, d'après le Haut Conseil des finances publiques, c'est plutôt l'inverse. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet pour les oppositions. Et bien justement, on va écouter Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui était l'invitée ce matin de LCI. Et pour elle, le gouvernement n'a pas bien prévu les recettes, la raison pour laquelle les budgets ont dérapé. Ce que je sais, c'est que on a par exemple un écart très important entre la prévision de recettes et les recettes qui sont effectivement rentrées. C'est-à-dire, c'est pas 3 milliards d'euros, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et je sais pas si c'est la faute de quelqu'un en particulier. Mais ça, c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on a des difficultés à faire des prévisions budgétaires précises. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir ce qui a dérapé, où et comment, et d'adapter ensuite notre maquette budgétaire pour faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on gère bien son budget à la maison aussi. Voilà, son budget à la maison. C'est pas du tout ce qu'on fait dans les entreprises. Hein. Oui. Dans les entreprises, quand on a un déficit, on ferme l'entreprise. Oui, c'est ça. Ou on licencie. On licencie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Agnès Pannier-Runacher est toujours là. Oui, c'est vrai. Et bonne remarque. Et il faut rappeler que Pierre Moscovici, quand il a examiné le budget actuel de Michel Barnier, a jugé que ce budget était fragile parce qu'il reposait sur des prévisions trop optimistes. Donc, ce que dit Agnès Pannier-Runacher peut être valable du budget qui arrive. Qui arrive aussi, pas seulement celui qu'on a laissé. Exactement. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce qu'on disait, moi j'observe quand même, je me trompe peut-être, mais en tout cas tous les capteurs, qu'il s'agisse des sondages ou de l'absence de manifestations fleuves, j'ai pas l'impression qu'il y ait une très grande colère populaire contre Michel Barnier. C'est-à-dire que la colère politique des oppositions, en effet, je pense que tout le monde a bien compris qu'il y avait une forme de jeu de stratégie, de calcul, de rôle qui est très très facile à endosser quand on n'est pas sur le siège des responsabilités. Mais j'ai l'impression que autant dans l'opinion publique, il y a eu, enfin d'ailleurs c'est pas une impression, il y a eu une partie de l'opinion publique qui a eu une forme de colère contre Emmanuel Macron à la suite des élections législatives parce qu'ils estimaient que c'était pas une bonne solution de ne pas nommer Lucie Castet alors qu'elle était arrivée en tête. Il y a eu une partie de l'opinion publique qui a été en colère contre Emmanuel Macron quand il a décidé de la dissolution, etc., etc. Mais n'est-ce pas parce que justement c'était un gouvernement qui a été monté en urgence, Jules l'a rappelé, avec un budget qui a été fait de briquet de broc à l'arrache. Est-ce que les Français sont pas détachés de tout ça? Est-ce que pour eux c'est pas un peu de la popole, de la tambouille politicienne? Non, mais pour le coup, la grosse réussite de Michel Barnier, ça a été d'avoir fait comprendre aux Français que ce budget, en effet, il était anormal, que tout le monde allait devoir se serrer la ceinture parce que, en fait, on a les conditions dans lesquelles on est depuis la dissolution. C'est-à-dire que, en fait, Michel Barnier, c'est pas de relever le PIB qui les intéresse, c'est de savoir s'ils vont pouvoir payer leurs factures. Les Français ont bien compris que non seulement lui, il était assez pragmatique, il n'était pas idéologue, donc il allait aller sur des choses que sa famille politique aborde, l'augmentation des impôts. Michel Barnier, les Républicains, ils proposent jamais ça. Et les Français ont visiblement compris ça. Alors après, le vrai sujet, c'est que comment il va s'en tirer sur le long terme. C'est s'il passe par 49.3. Alors là, je peux vous dire que les Français, ils vont complètement se retourner parce que le 49.3, on l'a bien vu pendant la réforme des retraites, on l'a bien vu sous Manuel Valls. Enfin, on se sort jamais d'un 49.3. Il y a jamais un 49.3 acceptable, si je puis dire. À une différence près, c'est que la composition actuelle de l'Assemblée est inédite dans la 5e, et que en effet, pour faire passer une loi aujourd'hui ou pour faire passer un budget, c'est très très difficile de le faire sans 49.3. Sauf d'ailleurs sur des sujets qui rassemblent une partie des parlementaires, à savoir l'immigration. Alors là, effectivement, ils peuvent trouver toutes les majorités qu'ils veulent quand ils feront des lois à ce sujet. Mais pour un budget, c'est en quelque sorte presque logique ou inévitable. Et on va juste voir en 2 mots sur les discussions, les débats pendant le budget. Je pense qu'il va y avoir des propositions très intéressantes. Là, je vois Charles de Courson qui, par exemple, veut s'en prendre à l'industrie cinématographique. C'est qu'aujourd'hui, on donne un paquet de pognon, pardonnez-moi de l'expression, à des films que personne ne va voir. Il y a Éric Ciotti ce week-end qui a proposé la suppression du CESE. Si vous arrivez à m'expliquer à quoi sert le CESE, le Conseil économique, social et solidaire, qui coûte 50 millions d'euros par an, voilà, à quoi ça sert? Et Éric Ciotti ajoute, et là c'est une petite, voilà, par exemple, Éric Ciotti dit à quoi sert l'Arcom aujourd'hui? Il propose la suppression de l'Arcom. Bon, voilà, il y a plein de propositions qui sont sur la table. Ça va nous faire des sujets, j'en suis sûr. On reste ensemble. On va parler d'un autre projet de loi qui va revenir sur le tapis, c'est celui de la fin de vie. Ça revient d'actualité. Il pourrait revenir à l'Assemblée en décembre. On va en parler. Il est 13h42.